Alors, bonjour à tous. Mon nom est Yves Rochelot. Je suis associé au sein du cabinet d'avocats Laverie. Je pratique ici même à Trois-Rivières et également à notre bureau de Québec. Nous avons 4 bureaux au Québec. Là, je pratique principalement dans 2 de ces bureaux. Ma pratique est en droit des affaires et j'ai une pratique qui comprend un grand volet de droit transactionnel, c'est-à-dire que nous avons des dossiers où nous représentons des entrepreneurs qui vendent ou achètent des entreprises. Alors, des champs d'affaires qui vendent ou achètent, c'est un volet important dans la pratique. Mais l'autre volet est un volet contractuel. Alors, nous négocions et nous rédigeons pour nos clients divers contrats, des contrats d'approvisionnement, contrats de distribution. Et c'est un volet important de ma pratique et c'est ce volet qui est pertinent aujourd'hui à la formation que je me prépare à vous donner. Vous savez, dans le contexte actuel de COVID-19, et je dois préciser que cet enregistrement se fait aujourd'hui le 3 avril 2020. Dans le contexte de la COVID-19 et de son impact sur notre société et sur les contrats que certains d'entre vous peuvent avoir signés, il est pertinent d'avoir la formation que je me prépare à vous donner, puisque la situation que nous vivons a un impact sur différents aspects de notre société, dont les relations contractuelles. Alors, dans ce contexte-là, la pandémie que nous vivons actuellement, la pandémie de COVID-19, et je me permets de préciser, distanciation sociale oblige. Je suis à la maison aujourd'hui pour l'enregistrement et non pas au bureau. Alors, distanciation sociale oblige, je fais cet enregistrement de la maison. Et la pandémie actuelle que nous vivons a un impact pour nous tous. Je viens de le dire, je suis à la maison aujourd'hui plutôt qu'au bureau. Et cet impact-là se traduit notamment sur les relations contractuelles entre les parties. Et cette pandémie que nous vivons a amené nos gouvernements à adopter différentes mesures, des mesures de distanciation sociale, des mesures qui ont amené la fermeture des frontières, la fermeture de beaucoup de nos entreprises, celles qui ne sont pas dans des services dits prioritaires. Beaucoup de nos entreprises ont dû fermer leurs portes, fermeture de nos frontières, fermeture de nos écoles. Alors, ça a beaucoup d'impact et beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de gens d'affaires se questionnent sur le maintien des relations contractuelles entre les parties. Alors, je me permets de discuter avec vous aujourd'hui de cet impact de la COVID-19 sur nos arrangements contractuels. Alors, j'aimerais discuter avec vous dans un premier temps, et si vous permettez, j'ai le contrôle de l'écran. Alors, je vais me permettre d'avancer. Tel que je mentionnais, je suis de Laverie Avocat et cette formation-là est pour le service de la formation continue et services aux entreprises, je m'excuse, du Cégep de Trois-Rivières. Et ce que je vais faire avec vous aujourd'hui, c'est discuter de l'impact sur vos contrats, vous, à titre de fournisseur de services, ou vous, à titre de bénéficiaire de services qui doivent vous être fournis. D'un point de vue ou de l'autre, la situation actuelle est susceptible d'avoir un impact. Et cet impact-là, je vais en discuter aujourd'hui pour une période d'à peu près 30 minutes, 25 à 30 minutes. Alors, voyez-vous, la situation actuelle, tel que je l'ai mentionné, nous a amené ou a amené nos gouvernements à multiplier les décrets, poser un certain nombre de gestes, imposer un certain nombre de mesures. Et cet état d'urgence engendre un lot d'incertitudes, d'inquiétudes au niveau juridique, au niveau contractuel. Alors, ces relations contractuelles que vous pouvez entretenir avec des tierces parties, elles sont affectées par la pandémie actuelle. Et moi, j'aimerais en discuter avec vous sur la base du plan de présentation que vous avez présentement à votre écran. Alors, on va discuter de certains points qui touchent à la COVID-19 et plus précisément de ce qu'on appelle le concept ou la notion de force majeure. C'est une notion qui existe en droit. Et petite parenthèse, j'ai débuté ma pratique à l'extérieur du Québec. J'ai étudié en droit à l'Université de Toronto. J'ai débuté ma pratique dans un grand cabinet d'avocats à Toronto. Et l'expression force majeure, elle est utilisée dans les contrats telle quelle en anglais. Les mots force majeure en français sont utilisés en anglais. Le concept de force majeure se retrouve dans les contrats et le mot, l'expression est écrit tel quel, force majeure dans les contrats en anglais. C'est une petite parenthèse que je me permets de souligner pour démontrer que le concept de force majeure, il existe au Québec en droit, mais il existe dans toutes les juridictions qui ont des systèmes de droit à peu près similaires aux nôtres. Et moi, évidemment, le focus de ma pratique va être sur le concept de force majeure au Québec. Et le concept de force majeure au Québec, il prend 2 formes. Dans le contexte actuel de la COVID-19, la question qu'un débiteur peut être appelé à se poser, c'est à savoir si c'est dans l'obligation de respecter ses engagements contractuels.
Et quand je parle un débiteur, c'est quelqu'un qui s'est engagé à remplir des obligations. Alors, le débiteur d'une obligation doit remplir une obligation quelconque, par exemple, fournir un certain nombre de produits, c'est le débiteur qui a pris un engagement, et le bénéficiaire de cet engagement est le créancier. Alors, dans mon texte, je parle de débiteur, et c'est ce à quoi je fais référence tout le long du texte, c'est-à-dire le débiteur et la personne, l'entité, l'entreprise qui s'est engagée à remplir des obligations. Alors, dans le contexte actuel, la question elle est pertinente. Est-ce qu'un débiteur peut se soustraire de ses obligations sans engager sa responsabilité? C'est le principe de la force majeure. La force majeure fait en sorte qu'un débiteur peut se libérer de l'obligation qu'il s'est engagé à remplir sans devoir subir les conséquences fâcheuses d'un défaut de remplir ses obligations. Alors, la question qui est posée, à savoir si un débiteur peut se soustraire de ses obligations en s'exonérant des conséquences ou sans engager sa responsabilité, bien, la réponse, elle se trouve à deux endroits. Elle se trouve souvent dans les contrats qui ont été signés par les parties. Dans notre pratique, dans ma pratique, nous rédigeons, je l'ai mentionné, beaucoup de contrats pour nos clients et nous prévoyons souvent une clause de force majeure. Cependant, beaucoup de nos clients font également affaire, commandent des produits, livrent des produits, par exemple, par le biais de bons de commande. Il n'y a pas un contrat ferme, ils reçoivent un appel d'un client potentiel qui souhaite explorer la possibilité de s'approvisionner auprès d'une entreprise. Et l'entreprise, bien écoute, fais-nous parvenir un bon de commande, ça va nous faire plaisir de te livrer le produit. Il n'y a pas un contrat qui a été négocié en bonne et due forme, on fonctionne sur la base d'un bon de commande. Alors, dans un contexte comme celui-là, ou dans le contexte d'un contrat qui ne contient pas de clause de force majeure, et ça se produit régulièrement, il y a beaucoup de contrats qui ne contiennent pas de clause de force majeure. Alors, si le contrat est silencieux sur cette situation, c'est les dispositions du Code civil qui s'appliquent. Alors, je l'ai mentionné, la force majeure, c'est le concept dont nous discutons aujourd'hui et on doit définir ce concept. Et la force majeure, elle consiste en trois éléments en réalité. La force majeure, c'est un événement qui doit être imprévisible, qui doit être imprévisible, irrésistible, et qui doit contenir un élément d'externalité. C'est un élément dont on va discuter, ou en fait, chacun des trois éléments, nous allons en discuter sous peu, mais chacun de ces trois éléments combinés ensemble font que l'exécution de l'obligation est impossible et elle permet donc au débiteur, à la partie qui devait remplir l'obligation, de s'exonérer des conséquences de cette inexécution. Alors, quand on parle de s'exonérer des conséquences de l'inexécution, on parle ici de ne pas être en défaut en dépit du fait qu'on ne remplit pas nos obligations. Alors, normalement, quand on ne remplit pas nos obligations en vertu d'un contrat, on est en défaut et ça nous expose à des conséquences fâcheuses, une réclamation de la part de l'autre partie au contrat. Dans un cas de force majeure, on peut se retrouver dans une situation où on ne remplit pas nos obligations, mais on n'a pas à subir les conséquences de l'inexécution. Alors, quand on parle, la dernière ligne que vous avez à votre écran qui dit que l'événement ne doit pas relever de la volonté ou du contrôle des parties, ce à quoi on fait référence ici, c'est le caractère d'externalité auquel je faisais référence. Alors, on va examiner chacun de ces trois critères, si vous voulez bien. Je l'ai mentionné, le Code civil parle des dispositions de force majeure et le Code civil prévoit, une disposition du Code civil prévoit, l'article 1693, qu'un débiteur est libéré de son obligation lorsque l'obligation ne peut pas être exécutée en raison d'une force majeure. On dit que le débiteur a le fardeau de faire la preuve de la force majeure, ça va de soi. Mais on dit qu'en cas de force majeure, le débiteur est libéré de son obligation. Et les trois critères de la force majeure, on va les regarder ensemble. Alors, le premier critère, j'ai mentionné, c'est le caractère imprévisible de l'événement qui survient. Alors, je l'ai mentionné, pour qu'un événement se qualifie de force majeure, il doit satisfaire à trois conditions. Trois critères. Le premier, c'est le caractère imprévisible de l'événement. Et le caractère imprévisible, c'est lorsque les parties qui agissent en personne raisonnablement prudente ne peuvent pas envisager au moment de la conclusion du contrat. Et je vais l'illustrer de la façon suivante. Le caractère de prévisible ou imprévisible, à l'heure actuelle, quelqu'un qui signe un contrat et qui s'engage au cours des prochains jours, des prochaines semaines à livrer un produit, ne pourrait pas invoquer la situation liée à la COVID-19 comme étant un cas de force majeure, puisque en ce moment, elle est connue, la situation liée à la COVID-19. Cette pandémie, elle nous est connue. Alors, l'événement n'est certainement pas imprévisible. Un contrat qui a été signé préalablement à tous ces événements qui nous affectent maintenant
bien, ce contrat-là, lui, aurait été signé à un moment où l'élément était imprévisible. Et en conséquence, le caractère d'imprévisibilité, il est rencontré dans ce contexte-là. Le deuxième élément ou le deuxième critère qui doit être rencontré dans la force majeure est le caractère irrésistible de l'événement. Alors, le caractère irrésistible de l'événement, c'est qu'une personne placée dans des circonstances, dans les mêmes circonstances que notre partie au contrat, ne peut raisonnablement éviter les conséquences de l'événement, ne peut raisonnablement éviter la force majeure. Et le dernier critère, l'extériorité, on dit également l'externalité. Moi, j'ai utilisé externalité, mais on dit également extériorité, on dit les deux termes. Alors, le critère exige que le débiteur, c'est-à-dire la partie qui doit remplir l'obligation, n'ait aucun contrôle sur l'événement et n'en soit pas responsable. Alors, des trois critères que je vous ai mentionnés, je pense que vous avez tous compris que l'état actuel au Québec, l'état d'urgence que nous vivons lié à la pandémie, peut entraîner pour certains débiteurs, je dirais pour plusieurs débiteurs, une situation de force majeure. Cependant, je vous mets en garde, l'analyse à savoir si les obligations auxquelles vous pouvez vous être soumis, les obligations que vous pouvez avoir accepté de remplir, ou les obligations qu'une autre partie s'est engagée à remplir envers vous, à savoir est-ce que la force majeure s'applique, c'est une analyse qui doit être faite cas par cas. C'est une analyse qui doit être faite individuellement à la lumière des obligations de chacune des parties, à la lumière des contrats que vous avez pu signer. Alors, il n'y a pas de règle générale qui s'applique. On peut tirer des grands principes, mais l'analyse, à savoir si la force majeure s'applique dans un cas particulier, c'est une analyse qui doit être faite avec les circonstances de ce cas particulier. Alors, qu'est-ce qui arrive si nous avons un contrat qui ne contient pas de clause de force majeure ou si tout simplement nous n'avons pas de contrat? Il est possible, c'est un contrat verbal, ce n'est pas un contrat écrit, c'est un bon de commande, peu importe, on peut avoir un contrat qui n'est pas très détaillé ou un contrat relativement détaillé, mais sans clause de force majeure. Alors, je l'ai mentionné précédemment, le Code civil du Québec contient des dispositions qui prévoient l'application d'une clause de force majeure, c'est-à-dire une situation de force majeure fait en sorte qu'une partie ne veut pas remplir ses obligations. Je vous mentionne l'article ici, il est abrégé dans la forme où il apparaît à l'écran. Les éléments qui n'apparaissent pas sont notamment que le débiteur ne doit pas être en demeure, c'est-à-dire qu'il ne doit pas déjà être en défaut au moment où il invoque la force majeure. Et évidemment, je l'ai mentionné précédemment, la preuve de la force majeure incombe au débiteur. Ça, c'est les dispositions pertinentes du Code civil du Québec que vous avez à votre écran. Cependant, ce que j'aimerais plus discuter avec vous, ce sont les clauses qu'on peut retrouver dans des contrats et qui traitent spécifiquement de force majeure. Alors, tel que je l'ai mentionné à plusieurs reprises déjà, il y a beaucoup de contrats, de nombreux contrats qui contiennent une clause de force majeure. La force majeure dans les contrats, elle est souvent définie d'une façon beaucoup plus large, beaucoup plus étendue. On élargit la portée de la force majeure versus ce qui est prévu dans les dispositions du Code civil et ce que la jurisprudence a déterminé en l'absence d'une clause de force majeure. Alors, on mentionne, c'est écrit à votre écran, que le principe de la liberté contractuelle s'applique. Ça signifie que les parties peuvent convenir de dispositions qui dérogent de ce qui est prévu dans la disposition du Code civil que vous avez lu il y a quelques instants. Alors, on mentionne par exemple que les parties peuvent prévoir dans leur contrat des dispositions qui régissent les conséquences d'une situation de force majeure, une situation incontrôlable, incluant des situations de force majeure. Et la raison pour laquelle je dis incluant des situations de force majeure, c'est qu'on peut élargir, comme je l'ai mentionné, la portée de la force majeure. Un exemple, en force majeure, en droit, normalement, un incendie ou une grève ne constitue pas une situation de force majeure. Cependant, dans beaucoup de contrats, la définition de force majeure qu'on utilise dans la clause qui prévoit qu'une partie peut s'exonérer de ses obligations dans certaines circonstances va prévoir qu'une grève ou un incendie constitue une excuse au défaut de remplir ses obligations. Alors, on élargit la portée de ce qui est prévu dans le Code civil du Québec, dans les contrats sur lesquels nous travaillons pour nos clients, et beaucoup de gens le font de cette façon-là. C'est une façon prudente de rédiger un contrat pour s'assurer que s'il survient un événement sur lequel nous n'avons pas de contrôle, mais qui ne rencontre pas nécessairement les critères de la force majeure en vertu de la jurisprudence et des définitions du Code civil, s'assurer quand même que la partie est exonérée de remplir ses obligations, n'est pas en défaut en dépit de son incapacité de remplir ses obligations. Alors, on mentionne à votre écran que les parties peuvent également prévoir des formalités à accomplir pour se décharger des obligations. Une partie qui
invoque la clause de force majeure doit donner un avis, par exemple, à l'autre partie, un avis donné à l'intérieur d'un certain délai. Cette partie doit également respecter les dispositions de l'avis puis tenter de minimiser les dommages que l'autre partie va subir. Alors, c'est des éléments qui peuvent être prévus dans un contrat. Finalement, on mentionne également à votre écran, c'est la dernière phrase, que le contrat peut contenir des dispositions qui déterminent qu'est-ce qui se produit s'il survient un événement de force majeure. Je vais vous donner un exemple. Si c'est un contrat dans lequel on s'engage à fournir sur une base régulière des produits, par exemple une livraison sur une base régulière à tous les mois pendant une période de 2 ans, bien évidemment, s'il survient un événement de force majeure, le contrat va prévoir qu'il va y avoir suspension de l'obligation, mais lorsque la situation de force majeure est réglée, que la situation de force majeure ne s'applique plus, bien évidemment, les livraisons doivent reprendre. Alors, le contrat peut prévoir peut contenir des dispositions qui déterminent les effets de la survenance d'un événement de force majeure. C'est ce que je viens de vous illustrer par un exemple. Alors, les effets de la force majeure, bien évidemment, je l'ai mentionné précédemment, s'il survient un événement de force majeure, le débiteur, la partie qui doit remplir une obligation, est libéré de cette obligation-là. La libération, dans certains cas, peut mettre fin au contrat. Dans d'autres cas, c'est simplement une suspension d'exécution. Je vous ai donné un exemple il y a quelques instants. Alors, un débiteur qui est confronté à une situation de force majeure doit prendre des mesures pour minimiser ses dommages et les dommages qui sont causés à l'autre partie. Et tout ça, ça m'amène à ma conclusion. Puis la conclusion que je souhaite vous véhiculer ou vous laisser, c'est une conclusion à l'effet que chaque cas est un cas d'espèce. Il ne faut pas que vous tiriez conclusion de la présente présentation que parce qu'il y a une pandémie de COVID-19, il y a nécessairement une situation de force majeure qui s'applique à votre situation. Ce n'est pas nécessairement le cas. Alors, chaque cas est un cas d'espèce. Ça prend une analyse minutieuse de chaque contrat qui doit être réalisée pour déterminer la portée des obligations de chacun. Je me permets également de porter à votre attention un élément qui est intéressant. La force majeure, ça ne comprend pas une obligation pécuniaire n'est pas excusée par un cas de force majeure. C'est-à-dire que l'obligation de payer pour des services qui ont été rendus, normalement, de façon générale, une partie qui est confrontée à une situation de force majeure n'est pas excusée de son obligation d'effectuer un paiement. Okay? Alors, une autre exception, une partie qui s'engage dans une obligation qui garantit une obligation. On peut parfois prendre des engagements où, peu importe les circonstances, on garantit qu'on va livrer nos produits ou donner un certain résultat. Et dans ce cas-là, en dépit de la survenance d'un cas de force majeure, une partie peut être obligée de respecter ses obligations. Je reviens à mon premier point que je faisais il y a quelques instants quand je vous parlais de l'obligation pécuniaire. Ce qu'on fait parfois, en fait, on le fait assez régulièrement dans certains contrats. On prévoit, et ça dépend du type de contrat, mais on prévoit fréquemment ce qu'on appelle, nous on appelle ça une clause de hardship. Okay? C'est une clause, le mot n'est pas très français, mais une clause de hardship, ce que ça prévoit, c'est que si un des éléments sur lequel les parties ont basé leur entente devait être modifié, bien, les parties s'engagent à négocier de bonne foi pour tenter de trouver une solution au problème qui est présenté par la modification. Je vais vous donner un exemple du prix d'un intrant. Par exemple, le coût d'une matière première explose de façon importante. Ça se produit parfois avec ce qu'on appelle des commodités, par exemple des métaux de base. Le coût de l'acier peut augmenter de façon dramatique. Ça peut avoir un impact sur un contrat. Le coût du bitume peut augmenter de façon importante. Le bitume, c'est de l'asphalte en bon québécois. Le coût peut augmenter de façon importante et ça peut avoir un impact sur le contrat d'une partie qui s'est engagée, par exemple, à paver une rue et tout à coup se retrouve confronté à des coûts qui ont explosé et la partie s'est engagée à paver une rue pour un prix fixe. Alors, tout à coup, il y a un coût qui a explosé et ce n'est plus rentable de faire le travail. Le fait que le coût d'une matière première augmente de façon dramatique, ce n'est normalement pas un cas de force majeure. Alors, on l'adresse par une clause différente dans un contrat qui est la clause de hardship. Alors, je me permets de le mentionner. C'est un sujet qui est un peu différent de celui de la force majeure, mais c'est quand même un élément qui peut être intéressant. L'autre point que je souhaite porter à votre attention. Vous savez, dans des contrats, une partie peut chercher à se libérer de ses obligations en invoquant la clause de force majeure lorsque cette clause s'applique. Il y a également certaines autres clauses qui peuvent être pertinentes à la résiliation d'un contrat, et notamment l'article 21-25 du Code civil prévoit,
dans le cadre d'un contrat de service, que le bénéficiaire de la prestation de service peut mettre fin au contrat dans certaines circonstances sans avoir à justifier la fin du contrat. Alors, c'est un point qui diffère également de la force majeure, mais qui a une certaine pertinence à la formation que je vous présente aujourd'hui. Alors, je me permets de conclure définitivement cette fois-ci en vous disant que notre équipe, l'équipe de Laverie, est disponible évidemment pour vous assister dans l'examen de vos contrats. S'il y a des questions qui doivent se soulever, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes faciles à trouver. Encore une fois, mon nom est Yves Rochelot. Je suis associé au sein du cabinet d'avocats Laverie. Il nous fera plaisir de discuter avec vous si des questions se soulèvent suite à la présentation dans le cadre de contrats auxquels vous êtes partie ou dans le cadre d'une situation là, qui pouvait présenter des caractéristiques de la force majeure. Si vous avez des questions sur la présentation elle-même, il me fera plaisir d'en discuter avec vous. Vous pouvez me contacter et ça me fera plaisir également. Il me fera plaisir également d'en discuter avec vous. Alors, sur ce, je vous remercie de l'attention que vous avez portée à la présentation. Ça a été un plaisir pour moi de m'adresser virtuellement à vous. Et ce que je nous espère, c'est que ce que je nous souhaite tous, c'est que ces temps incertains soient révolus le plus rapidement possible, que les affaires, la réalité des affaires puisse reprendre son cours normal. Entre-temps, je vous souhaite la meilleure des chances à vous tous. Merci beaucoup. Au revoir.